fait, je remarque que quand je parle de moi, ça ne m'intéresse pas et j'ai pas trop de choses à dire. Donc je vais essayer d'être court. Alors je suis... en fait, je fais partie d'une famille avignonnaise plutôt qu'on pourrait qualifier de bourgeoise. Mon père était médecin, il est à la retraite. Voilà, j'ai une famille de 5 enfants, plutôt catholique. Moi j'ai fait des études d'architecture. Voilà, j'ai exercé en tant qu'architecte. Je travaille actuellement dans une collectivité territoriale qui m'a permis de découvrir ce qu'était ce monde de la fonction publique, qui est très intéressant à découvrir. Mon intérêt pour la politique est en fait assez récent. Il n'est pas familial. Et je me suis intéressé à la politique, je crois, depuis ce fameux référendum de 2005. Le référendum a été peut-être le déclic. Et un déclic à à partir de là, je me suis mis à m'intéresser, à essayer de retrouver les opinions d'autres personnes qui partageaient mon indignation, cette impression d'être bafoué et de plus compter en tant qu'individu. Mon avis ne comptait plus. Et je suis beaucoup allé sur Internet, des forums. Puis j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, qui avaient des points de vue très intéressants au niveau politique, au niveau analyse de la société, analyse historique aussi, pour savoir d'où on vient, qu'est-ce qui se passe en France ou dans le monde. En fait, je pense que quand on commence à se poser une question et qu'on se rend compte qu'on n'a pas la réponse au niveau des médias ou de tout ce qu'on entend partout, et même au niveau des concitoyens, en fait, quand on discute avec les gens, tout le monde pense à peu près la même chose. Les médias disent la même chose, les hommes politiques disent la même chose avec des nuances. Mais quand vraiment on se pose des questions, on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles personne ne répond. Et ces questions n'ont pas droit de citer nulle part, à part sur Internet. Il se trouve que le sujet concernant l'Union européenne particulièrement n'est traité dans les médias que d'une certaine façon. On considère que c'est un fait acquis, on fait partie de l'Union européenne. Il n'est pas question de revenir là-dessus, il n'est pas question de se dire est-ce que c'est bien pour nous, est-ce qu'on doit y rester, est-ce qu'on peut en sortir. Et les hommes politiques et les médias qui parlent de l'Union européenne, en particulier on l'a vu pour les élections du Parlement européen, personne ne traite vraiment du fond. Les seuls arguments ou les critiques qu'on entend, c'est des critiques superficielles. On trouve que l'Union européenne n'est pas assez sociale, pas assez politique, trop libérale, ne s'intéresse pas assez aux individus, traite des sujets trop secondaires, etc. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est que l'Union européenne et il n'y a pas eu la place pour un débat pour des gens qui pensent que l'Union européenne, c'est extrêmement toxique pour nous, pour la France, pour les autres pays de l'Union européenne. L'UPR, je l'ai découvert avec surprise sur Internet. Je me suis rendu compte que c'est grâce aux conférences de François Asselineau que c'était quelque chose qui avait une réalité, qui était extrêmement étayée. C'était pas que la position de défendre l'idée qu'on puisse sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, était quelque chose qui se défendait, qu'on pouvait argumenter, que c'était certainement pas quelque chose d'extrémiste, que ça n'avait rien à voir avec des thèses défendues par le Front National, qu'on pouvait très bien critiquer l'Union européenne parce que si on cherche à savoir ce que c'est que l'Union européenne, on s'aperçoit immédiatement que c'est pas un rêve, c'est pas comme ça. On nous l'a vendu comme un rêve, une utopie, avec des grandes idées, etc. Mais l'Union européenne, ce sont essentiellement, depuis Maastricht et depuis Lisbonne, des traités européens, des traités juridiques qui nous sont imposés, mais normalement de bon gré, puisqu'on les a ratifiés. Et qui sont extrêmement impactants sur notre vie de tous les jours, sur notre avenir, sur notre économie, sur notre vie sociale, notre protection sociale, en fait sur tout. Si on a compris que l'Union européenne, c'était d'abord des traités, c'était des textes écrits, qui sont écrits de façon suffisamment ambiguë, alambiquée, ou avec des articles qui en renvoient à d'autres, etc. C'est fait pour être incompréhensible. Si on comprend que l'Union européenne, ce sont ces textes-là, que ces textes-là s'imposent aux droits des États, ils sont plus forts que le droit des États. Donc si on comprend ça, on cherche à les analyser
et à comprendre quel rôle ils ont sur notre société, quel rôle ils ont sur les décisions de nos hommes politiques. Par exemple, je prends l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est un article très simple, qui semble être assez anodin, innocent. C'est un article qui impose dans l'Union européenne, pour les 28 États, mais aussi les rapports qu'ils ont avec les pays tiers, qui impose la circulation des capitaux, des biens, des personnes. En fait, c'est quelque chose comme ça qu'on peut lire. Bon, c'est très bien de pouvoir circuler, c'est très bien de pouvoir se déplacer avec un peu d'argent, etc. Mais en fait, quand on impose ça, c'est dans un intérêt précis, c'est pas l'intérêt des personnes. C'est pour permettre aux entreprises de pouvoir s'installer dans n'importe quel pays d'Europe, le but des entreprises, c'est de produire de meilleure qualité à moindre coût. Mais cet article permet à n'importe quelle entreprise d'aller s'installer dans le pays à moindre coût de main-d'œuvre, parce que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas de niveau égal. Il y a des pays à haut niveau de vie, d'autres à très bas niveau de vie, à bas coût. On voit les Roumains et les Bulgares qui se contentent, qui sont très heureux d'un salaire de 300 € et qui sont capables de nous faire concurrence. Donc je comprends très bien les entreprises françaises qui décident un jour de délocaliser parce qu'elles sont soumises à la concurrence internationale. Leurs produits sont trop chers parce que notre main-d'œuvre est à un prix bien plus élevé. Donc elles ont tout intérêt à se déplacer et à aller s'installer dans ces pays à bas coût où la main-d'œuvre est de qualité et les coûts de fabrication sont extrêmement bas. Et rien n'empêche, puisqu'il y a la liberté de circulation des biens, rien n'empêche à ces entreprises qui se sont délocalisées de réimporter les produits fabriqués dans ces pays desquels elles sont parties. Elles importent, elles vont commercialiser des produits à moindre coût. Mais en fait, on peut trouver tous les exemples possibles parce qu'en fait, tout ça rapporte à cet article 63. Il y a énormément d'exemples. Mais il y a quelque chose d'important à dire, c'est qu'avant les traités européens, une entreprise française qui voulait délocaliser, par exemple Peugeot, qui a cherché à implanter une usine en Iran du temps de Giscard d'Estaing, n'a pas pu le faire, simplement par sa volonté propre. Elle a demandé au gouvernement français la possibilité de se délocaliser. En fait, ce n'était pas de se délocaliser, c'était de créer une succursale à l'étranger. Donc il y a eu des accords, le projet a été étudié par le gouvernement et l'entreprise et le gouvernement sont arrivés à un accord satisfaisant les deux parties, de telle sorte que Peugeot pouvait fabriquer des voitures en Iran, dans des conditions intéressantes, puisque le niveau de vie en Iran était assez bas, mais interdiction à Peugeot de réimporter en France des voitures fabriquées à bas coût. Donc c'était des produits qui étaient destinés à l'exportation, enfin la consommation hors pays de France. Maintenant, non seulement c'est possible, mais c'est encouragé. Et donc on voit des entreprises qui délocalisent toutes en fait, parce que toutes les entreprises françaises ou ferment la porte parce qu'elles ne peuvent plus concurrencer les produits fabriqués dans d'autres pays, comme aussi bien les pays de l'Union européenne qui fait concurrence. C'est une concurrence interne extrêmement destructrice, mais c'est aussi la concurrence avec des produits comme la Chine. Et c'est la particularité des échanges avec la Chine, c'est qu'on importe énormément de produits chinois, mais on exporte très peu. Et les Chinois qui sont en position de force nous imposent des conditions très particulières. Nous, on ne peut qu'accepter leurs conditions dans l'achat des produits fabriqués en Chine. Par contre, si on veut vendre en Chine, on peut vendre, mais à des conditions très favorables aux Chinois. On peut aussi implanter des usines en Chine, mais dans des conditions qui sont aussi très favorables aux Chinois, avec des contrats d'acquisition de technologie. C'est-à-dire que les entreprises qui vont s'installer en Chine sont obligées de céder la technologie à la Chine au bout d'un certain nombre d'années. Ce sont des conditions extrêmement pénalisantes pour les entreprises françaises. Mais c'est le prix à payer pour aller vendre en Chine. Par contre, pour venir fabriquer en Chine, fabriquer en France et vendre en France, rien de plus simple puisque la réglementation européenne ouvre les portes. Ce qui me fait penser qu'on dit souvent l'Union européenne nous protège. Eh bien, ça me fait bien rire. Parce que l'Union européenne, non seulement ne nous protège pas, mais nous expose.
qui nous expose à une concurrence internationale sauvage, et qui ne respecte absolument aucune règle. Si on m'avait parlé de militantisme il y a quelques années, ça m'aurait fait doucement marrer. En fait, il y a quelques années, justement, je pense que j'étais extrêmement timide, introverti et très réservé. Et puis, à force de m'intéresser à la politique et de voir qu'il se passait des choses autour de moi qui n'étaient pas du tout satisfaisantes, quand je vois le rôle des hommes politiques, etc., je vois ce qu'ils font, en fait, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à nous mentir et à nous manipuler. Et quand on se pose des questions, on ouvre les yeux. Quand on ouvre les yeux, on voit tout ça et on ne peut pas rester dans son coin sans réagir. Alors, c'est pas du militantisme au début, c'est qu'on a l'impression d'avoir des choses à dire et on a des questions et on a envie de les poser et on a envie de discuter avec n'importe qui. En fait, moi, dès que j'ai quelqu'un à côté de moi, je sais pas, il y a toujours un moment où la discussion bascule sur la politique. Et voilà, j'ai envie de discuter politique et j'ai envie de donner mes idées. Et voilà, je pense que le militantisme, ça commence comme ça. Parce qu'on a des choses à dire, on a des questions et on a envie de confronter ses propres idées aux idées des autres. Et on devient militant, ça se fait naturellement. Moi, je suis militant parce que je ne peux pas rester dans mon coin. Je suis allé vers les autres parce que je me suis rendu compte que j'étais intéressé par ce que pensaient les autres par rapport à ce que je pensais moi. Je n'ai pas envie d'être le seul à avoir mes idées. Je sais que l'UPR, ces idées-là, c'est ce qui fait l'essence même de l'UPR. On partage tous ces idées fortes. Mais ces idées-là, j'ai envie de les confronter. Donc j'ai quelque chose à dire. En fait, c'est un jeu, c'est passionnant de rencontrer les gens et de discuter sur des vrais sujets. Et en fait, quand on commence à parler de ces sujets-là, ça ouvre la porte sur des sujets extrêmement divers qui dépassent le cadre de ce qu'on peut appeler la politique. On voit le monde différemment. C'est très, très intéressant. Quand on regarde les autres partis, on s'aperçoit ils peuvent avoir des idées intéressantes, mais leur analyse est très superficielle. Et en plus, ils se positionnent essentiellement les uns par rapport aux autres. On a l'impression qu'ils n'existent que par rapport à un adversaire. Ils ont besoin d'un adversaire pour se positionner. Alors que pour moi, un parti politique, quand j'écoute Asselineau, ça confirme exactement mon point de vue, un parti politique, c'est un parti qui d'abord commence à faire un constat, un homme politique qui fait un constat sur la situation, un constat objectif. Il cherche des informations, des analyses, il cherche dans l'histoire, il faut s'ouvrir pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a fait un bon bilan, un bon diagnostic, on peut proposer des solutions, on peut proposer un projet. Mais les hommes politiques actuels, ils n'ont pas d'analyse politique globale, ils n'ont pas d'avis sur l'histoire, l'origine de l'Union européenne, le pourquoi de l'Union européenne, personne n'en parle. Et on ne peut pas comprendre l'Union européenne si on ne s'intéresse pas à l'évolution depuis la CECA, depuis la communauté, depuis le traité de Rome, la communauté européenne, le TSCG, etc. On ne peut pas comprendre. Et la seule personne politique, il y a d'autres personnes qui ne font pas de politique et qui parlent très bien du sujet, mais le seul homme politique qui nous donne une analyse étayée et très large de la situation et un bon projet, c'est François Asselineau. C'est quelqu'un de passionnant, Asselineau, parce qu'il est passionné. Et il est passionné de plein de choses. Il est passionné d'histoire, de géopolitique, et il est extrêmement curieux, ouvert sur plein de choses. C'est un puits de science et c'est un homme qui est vraiment habité par quelque chose de très très fort. C'est quelqu'un qui a fréquenté les couloirs, les antichambres du pouvoir, comme on dit, et qui a vu ce que c'était que les hommes politiques, qui a vu ce que c'était que la parole politique, en fait. C'est beaucoup dans le paraître, beaucoup dans la forme, et le fond est très secondaire. Et en fait, c'est vrai que depuis très longtemps, quand on a l'impression que depuis De Gaulle, depuis l'apparition du suffrage universel, en fait, on s'est retrouvé pris dans un jeu
de séduction. La politique, ça revient à séduire. Pour être élu, il faut séduire. Pour séduire, il faut savoir se vendre. On a l'impression que maintenant, ce sont les personnes qui se vendent. On vend une image d'un parti, mais on ne vend plus des idées. C'est exactement comme pendant l'occupation allemande. Il y a quelque chose d'impérieux qui doit fédérer tous les Français. C'est qu'on se met d'accord sur... C'est une évidence. L'occupation allemande, c'est quelque chose d'intolérable. Tout le monde doit être d'accord. Donc il n'y a pas besoin de proposer une solution de sortie par ceci, par cela. On n'a pas demandé aux résistants s'ils voulaient qu'on sorte de l'occupation uniquement avec des gens de gauche ou des gens de droite ou des catholiques, etc. Il y a une évidence que si on prend vraiment conscience que le problème, c'est cette Union européenne, mais je pense qu'on en reparlera, il n'y a pas d'autre solution que de tous être d'accord pour faire ce qu'il faut pour en sortir. Et pour sortir de l'Union européenne, c'est extrêmement simple. Pour peu qu'on lise les traités européens, parce que dans les traités européens, on s'aperçoit de quel impact ils ont de négatif, mais on s'aperçoit qu'il y a une porte de sortie relativement dérobée, dont personne ne parle. C'est qu'il y a un article, l'article 50 du traité de Maastricht, l'article 52 qui a été rajouté au traité depuis peu. C'est un article qui permet à chaque État de décider de façon unilatérale la sortie des traités, sans que les autres États aient leur mot à dire. C'est un article dont personne ne parle. Ce qui est amusant, c'est que certains partis politiques laissent entendre qu'ils voudraient sortir de l'Union européenne. Je pense que si on propose ça, on doit dire que c'est possible légalement, républicainement, et on doit parler de l'article 50. Tandis que l'UPR, chaque fois qu'il a la parole, le dit clairement, le dit et le répète depuis 7 ans et demi, depuis l'année de la création du parti. Il le met sur toutes ses affiches, dans tous les tracts, dans toutes les professions de foi, en clair, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Parce qu'il n'est pas normal que nous soyons obligés d'obéir à une puissance étrangère sur nos orientations de politique internationale. Pourquoi l'UPR ? Pour moi, c'est une évidence. C'est un parti qui a une épaisseur, qui a une base, qui a une ligne directrice, qui a une constante. Et je retrouve dans l'UPR, dans ses membres, cette constance, cette honnêteté, cette passion pour une idée de la France, une idée de la politique. Et je pense que quand on a goûté à l'UPR, plus rien n'existe, plus rien n'est vraiment politique. Depuis que j'ai goûté à l'UPR, je vois les hommes politiques comme des marchands de lessive, comme des gens qui cherchent à se vendre, qui cherchent les bonnes places, qui cherchent à placer les amis. Quand je vois la médiatisation autour d'un Sarkozy qui fait des meetings, qui se fait applaudir sur des petites phrases, des bons mots, mais qui n'a pas de projet pour la France, qui dit « j'ai changé », mais on s'en fout qu'il ait changé. Nous, on veut un projet, on veut des idées, on veut un avenir, on veut rêver d'un avenir, on veut... Hollande nous propose une seule chose, c'est de nous serrer la ceinture chaque jour un peu plus. Macron nous propose la même chose, l'austérité. Mais ils ne nous disent pas, dans 1 an, dans 2 ans, l'austérité, ça sera fini et ça va redémarrer, tout ça. Ils nous disent, bon, ben oui, un peu plus d'austérité. Bon, ils n'avouent pas qu'ils se sont trompés, mais c'est le constat. En fait, chaque année, c'est un peu plus. Et puis chaque année, même pas chaque année. C'est d'une prise de parole à une autre. Un jour, il nous dit, bon, ben c'est fini, il n'y aura plus de nouvel impôt pour l'année. Et puis, 2 jours après, au lendemain, tel ou tel ministre nous dit qu'en fait, si, il y aura de nouveaux prélèvements et tout ça. Mais ce que je reproche aux hommes politiques, essentiellement, et mondialement, en fait, c'est que notre monde, là, est monétarisé, financiarisé. On a l'impression que plus rien ne compte que l'argent, que la rentabilité. Il faut devenir rentable, il faut être performant, il faut lutter contre la concurrence, il faut lutter contre les Chinois. Mais la politique, c'est pas ça. La politique, c'est gérer, c'est organiser la vie d'un peuple, la mener vers le meilleur, je sais pas, et lui donner un avenir.
tout faire pour que l'avenir soit meilleur, que, je ne sais pas, vous d'interroger les Français, personne ne se dit que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur ou que leurs parents. C'est absolument pathétique. Avec l'UPR, on sait, enfin, les analyses de l'UPR sont tellement profondes et les solutions proposées sont tellement radicales que si on les applique, parce qu'on les appliquera un jour, on y sera bien obligé, si on les applique, c'est l'image et la structure de la France qui va être complètement bouleversée. Exactement comme après les années Pétain, ça a été l'explosion, une effervescence fabuleuse, parce que les gens ont repris goût à la vie, ont repris goût en l'avenir. Et bien l'UPR, en fait, c'est ça. C'est sortir de cette domination, cette occupation. En fait, on est occupé, et puis on est perverti par cette idée d'Europe, etc. Donc si on arrive à en sortir, si on arrive à appliquer le programme de l'UPR, ben c'est les jours heureux, et puis ce ne sont pas des idées folkloriques, c'est des projets extrêmement terre à terre. Mais en fait, l'UPR apportera à notre société, je pense, un changement radical de société. Parce que depuis que la France est rentrée dans cette organisation européenne, elle a perdu son âme, elle a perdu ses pouvoirs, mais de façon très insidieuse. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Beaucoup de Français sont nés dans cette Union européenne. J'ai un frère aîné qui a 7 ans de plus que moi. Je lui parle de mes idées sur l'Union européenne. Mais ça le gêne beaucoup de critiquer l'Union européenne parce que lui, il a toujours voulu croire dans l'Union européenne, croire dans un rêve, croire que l'Union européenne c'était une très belle idée. Et il ne veut pas remettre en question cette idée-là. Mais l'UPR nous explique que l'Union européenne, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, une méchante réalité. Et l'UPR, donc, explique le monde, explique la société, il explique que énormément de choses qu'on a acceptées depuis très longtemps ne sont pas des choses... c'est pas irréversible. Par exemple, notre dette, si on prend l'exemple de la dette des pays en Union européenne, c'est une dette parce qu'on a contracté des emprunts auprès des banques, auprès de banques privées. Les ménages qui empruntent auprès de banques privées ont l'habitude de payer des intérêts, c'est normal. D'ailleurs, elles peuvent faire jouer la concurrence, aller chercher une banque avec les intérêts les plus intéressants, etc. Mais il se trouve que depuis notre ami Giscard d'Estaing, en 72-73, et depuis Maastricht, parce que ça a été intégré dans le traité de Maastricht, les États n'ont plus la possibilité d'emprunter aux banques nationales. Parce qu'avant Maastricht, le gouvernement français empruntait à la Banque de France, de façon très simple. Par exemple, pour des grands projets, une ligne de chemin de fer, des autoroutes, etc. Le gouvernement français demandait à la Banque de France de lui ouvrir une ligne de crédit de un certain nombre de milliards de francs. C'était une ligne de crédit. L'État s'engageait à rembourser dans un délai déterminé. L'État remboursait, il a remboursé le capital. Il ne remboursait pas d'intérêt. Mais depuis Giscard d'Estaing, qui a passé une espèce de pacte avec les banques privées, l'État français n'a plus la possibilité d'emprunter à taux zéro au gouvernement, enfin à la banque française, mais doit emprunter comme n'importe qui à des banques privées, avec des taux d'intérêt. Donc non seulement il faut rembourser les intérêts comme c'est normal, mais il faut rembourser les emprunts. Et quand la situation va mal, comme en ce moment, où les rentrées d'argent sont très faibles, eh bien on a des intérêts qui s'accumulent, qui s'additionnent d'année en année, et on se retrouve à emprunter pour rembourser des intérêts, même pas emprunter pour des grands projets. Donc c'est un cercle vicieux qui nous amène vers une faillite certaine. Mais ça, c'est pas une fatalité. L'UPR vous le dit. L'UPR qui analyse l'Union européenne et les traités vous dit que c'est simplement un article du traité qui impose ça. Et si on sort de ces traités, parce qu'on a le droit, comme je le dis, si on sort des traités, ben, on retrouve notre banque nationale, on emprunte à la banque nationale, et notre dette, on la négocie et on la ramène à des proportions normales. On peut très bien vivre avec une dette, c'est normal d'emprunter, c'est normal de faire des projets pour l'avenir,
Et s'il n'y a pas d'autre solution, quand on veut investir, faire des grands projets, on emprunte. Mais on ne doit pas emprunter avec des taux d'intérêt usuraires. C'est vrai que j'entends souvent dire que l'UPR, mais enfin de moins en moins maintenant je pense, que l'UPR serait plutôt un parti d'extrême droite. Ça me fait doucement rigoler. Parce que l'UPR, il suffit de lire la charte du parti, et pas un parti d'extrême droite. Parce que j'imagine l'extrême droite, c'est le Front National, c'est un parti nationaliste, c'est un parti qui veut refermer la France sur elle-même. C'est un parti qui est frileux, qui veut rejeter les étrangers. Je vois, l'extrême droite, c'est un peu ça pour moi. Tandis que l'UPR n'a pas du tout cette volonté. L'UPR analyse les traités, constate que ce sont des mauvais traités, il faut en sortir. Sortir des traités, ça ne veut pas dire sortir d'une géographie, ça ne veut pas dire se refermer sur soi-même. Ça veut dire qu'on a compris que des textes étaient mauvais pour l'intérêt de la France. Ça veut... L'UPR dit il veut maintenir une ouverture sur le monde, une ouverture économique. D'ailleurs, si on sort des traités européens, il faut savoir que la France a environ 6600 traités économiques, des accords économiques avec tous les pays du monde, quels qu'ils soient, avec le Canada, avec la Russie, avec des pays d'Afrique, etc. Donc si on sort des traités européens, mais tous ces traités-là qui existent sont maintenus. On ne va pas s'isoler. C'est pas être d'extrême. On ne peut pas être d'extrême droite et être ouvert sur les autres pays du monde avec 6600 traités. Donc on continue à être ouvert. Simplement, on maîtrise notre économie parce qu'on la prend en main, on maîtrise notre politique parce qu'on la prend en main, parce que notre gouvernement redevient un vrai gouvernement qui est vraiment élu par les citoyens, un gouvernement qui proposera des référendums pour des sujets importants, parce qu'il respectera les décisions des électeurs, pas du tout comme ce qui s'est passé pour la Constitution européenne. Voilà. Cette classification en extrémiste, je l'ai rencontré quand j'ai tracté, que j'ai rencontré des gens sur le trottoir, j'ai essayé de parler des idées de l'UPR, mais je l'ai aussi rencontré quand j'ai assisté particulièrement à une présentation d'un film sur la résistance qui s'appelait Les Jours Heureux. C'est un film qui était soutenu par des gens de gauche. Voilà. Et moi, j'ai participé à des débats à la suite des projections et j'ai essayé de défendre une idée que j'avais cru déceler dans le film. Cette idée qu'il y avait une résistance à l'époque et qu'il se trouve qu'il y a une grande similitude entre cette situation des années 40 et maintenant, où on est soumis à une influence extérieure, à une guerre économique qui ressemble beaucoup. Voilà, donc j'ai pensé que je pouvais parler de l'UPR et qu'on pouvait débattre sur cette idée qu'il y avait des partis politiques qui voulaient sortir de l'Union européenne. Et dès que j'ai prononcé le mot Union européenne, je me suis fait agresser par le débatteur et par d'autres personnes dans l'assistance. Et de suite, on m'a dit, mais non, UPR, d'ailleurs, je savais que vous alliez venir parce qu'il y a eu des collègues qui étaient venus à d'autres séances de projection. Donc ils s'étaient renseignés soi-disant, ils étaient allés sur Internet, et ils m'avaient ressorti l'UPR est d'extrême droite. Mais justifier qu'on n'est pas d'extrême droite quand on veut participer à un débat d'idées, on est englué, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se défendre de ça. Donc c'est un argument qui est très facile à utiliser quand on veut empêcher les gens de parler. Vous dites, je ne veux pas vous écouter, vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste, vous défendez la finance, vous avez été ami avec Charles Pasqua, mais vous imaginez Charles Pasqua et tout ça, le diable. Et là, vous n'avez plus rien à dire. Quoi que vous disiez, même la moindre chose sensée, c'est fini. Vous êtes extrémiste, vous êtes dangereux. Voilà. C'est un argument qu'on entend, j'espère qu'on entend de moins en moins, parce que plus l'UPR est médiatisé par Internet, plus les gens se rendent compte que l'extrême droite, c'est une chose, le fascisme, c'est une chose, et l'UPR, c'est autre chose. Donc, je suis fier d'avoir ma carte à l'UPR depuis peut-être pas longtemps, ça fait 2 ans.
Je suis militant, je suis actif, je m'implique dans les élections départementales. Je pense pas, enfin je suis persuadé, je sais très bien que je ne peux militer que pour l'UPR, parce que l'UPR, c'est un parti où j'ai trouvé matière à réflexion, énormément d'informations, une critique, et puis une ligne politique, droite. Et en fait, je pense que quand on a goûté à l'UPR, c'est impossible de trouver de l'intérêt ailleurs. On trouve comment dire, on est tolérant vers certaines idées, mais on est extrêmement critique envers surtout la façon de faire des autres. L'UPR, c'est pas, il n'y a rien à gagner avec l'UPR en fait. Vous faites partie de l'UPR parce que vous avez des idées à défendre, mais il n'y a rien à gagner. Vous n'avez pas une place. Vous ne serez pas élu avec l'UPR, enfin, dans quelques années peut-être. On est tous bénévoles. On a de l'argent à perdre. Pour les européennes, j'ai perdu un argent fou. Là. On a cotisé pour participer aux dépenses de campagne et tout ça. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Moi, j'ai des idées et j'ai envie de les défendre. Je ne pense pas avoir jamais eu envie de donner un centime à Debout la République, à Mélenchon, à l'UMP Sarkozy ou au PS de Hollande. En fait, ces gens-là, ils ne m'entraînent pas, ils ne me donnent pas envie. Et quand je pense que Hollande n'a été élu que par des gens qui voulaient rejeter Sarkozy, je me dis, mais la France est tombée si bas qu'on vote contre des personnes et on ne vote pas pour des idées. Je me souviens des socialistes à une époque qui s'étaient regroupés. Ils étaient contents d'être regroupés, tout ça. Et puis ils s'étaient dit, bon maintenant, je me souviens d'une phrase de Jacques Lang, qui était content de ça, et qui s'est dit, bon maintenant, on va se réunir pour essayer de trouver des idées. C'est hallucinant d'imaginer qu'on fasse de la politique, mais on n'a pas d'idées. Hein. On est content d'être ensemble, et puis un jour on se dit, bon quand même, il faudrait peut-être proposer quelque chose, on va réfléchir pour trouver des idées. Et l'UPR, c'est tout le contraire. L'UPR, c'est d'abord des idées. C'est d'abord une vision critique du monde. C'est un projet. Et puis les gens viennent vers ça parce que le projet attire. On ne vient pas pour Asselineau, on ne vient pas pour je ne sais qui, ou Yannick Hervé, ou pour d'autres. Pour moi, on vient à l'UPR parce qu'on y trouve de la matière, on y trouve des idées, on y trouve des références. On se nourrit, c'est extrêmement nourrissant, on s'enrichit. Voilà. Vive l'UPR.